se rend compte que quand on côtoie des gens dans l'édition, on a tous des parcours qui sont atypiques en fait. C'est qu'on ne vient jamais, il n'y a pas une formation qui va vraiment vous donner les clés accès au monde de l'édition. Il y avait un master qui s'ouvrait donc à Rennes, parce que je viens de Bretagne, et c'était la première année en fait, que cette formation-là s'ouvrait. Master 2, du métier du texte et de l'édition, et du coup en fait j'y suis allé, mais surtout pour avoir un stage qui est le véritable sésame en fait, pour entrer dans l'édition. Si j'ai un conseil à donner en fait, à toute personne qui souhaite intégrer ce milieu-là, c'est faire tout son possible pour intégrer un stage, pour rencontrer les éditeurs également sur les festivals, que ce soit à Angoulême, à Saint-Malo ou dans d'autres villes. C'est vraiment rentrer en contact en ayant cette passion apparente. Un éditeur de comics, c'est celui de passerelle en fait, puisqu'on travaille sur un matériau donc américain, donc en anglais, enfin principalement américain, mais surtout en anglais, et on a tout un travail du coup d'adaptation. Donc on n'est pas un éditeur, on va dire au sens noble du terme, comme des éditeurs chez Dargaud, chez Delcourt ou chez Casterman. Ce ne sont pas des créations, c'est de l'adaptation d'un matériau qui existe déjà. Donc ça c'est la première phase en fait, pour bien comprendre notre métier. Et après, il y a énormément de métiers qui viennent se greffer autour de notre activité. L'éditeur est un peu un chef d'orchestre, c'est la personne qui va organiser tout ça et puis surtout rendre les fichiers à temps pour l'impression. Ça, c'est un petit peu, du coup, c'est l'éditeur et l'assistant d'édition qui vont faire en sorte que que les fichiers arrivent à temps pour l'impression. La ligne éditoriale, elle est définie par cette volonté de mettre les auteurs en avant. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Pour nous, les auteurs sont vraiment une porte d'entrée pour un lectorat, même en ce qui concerne le comics, parce que même quand on parle de comics, on parle aussi forcément un peu de super-héros, et les super-héros, on ne voit pas forcément l'auteur en fait transparaître sous le masque de Batman ou sous la cape de Superman. Mais pour nous, c'est très important parce que sans ces auteurs-là, déjà, sans ces créateurs originaux, je pense à Bill Finger pour Batman, ou Bob Kane, ou Jerry Siegel ou Joe Shuster pour Superman, sans ces individus, sans ces créateurs qui avaient une vraie volonté individuelle, on n'aurait pas eu en fait ces personnages-là. Après, ce qui est important, c'est qu'on se dit ah oui, donc en fait, c'est toujours le même Batman, c'est toujours le même Superman. Quel est l'intérêt? On n'a jamais vraiment d'histoire nouvelle. C'est en fait là tout l'intérêt pour nous de travailler sur un auteur, c'est que les auteurs et surtout les bons auteurs vont transcender le personnage, vont vraiment avoir cette possibilité d'imprimer leurs pattes et de devenir quasiment aussi emblématique que ces icônes de DC Comics. Je pense notamment à Frank Miller qui a vraiment, là pour le coup, imprimé sa patte durablement sur le personnage de Batman. Et c'est notre travail en fait de populariser le nom de ces auteurs-là, puisque ces auteurs n'ont pas travaillé que sur un seul personnage, ils ont également travaillé sur beaucoup en fait, d'autres œuvres. Et nous, c'est un petit peu une manière d'amener en fait les lecteurs à butiner, ou du moins d'aller d'un auteur à un autre, et du coup de découvrir un petit peu plus de personnages plutôt que de rester calé sur Batman. Par exemple, on a Grant Morrison qui a fait un énorme travail pendant 6 ou 7 ans sur le personnage de Batman, et on se dit que voilà, quelqu'un qui a aimé la manière dont Grant Morrison a écrit Batman, et bien si jamais il retombe sur une autre œuvre de Morrison, que ce soit les Invisibles ou Doom Patrol ou Flex Mentalo, et bien ce nom déjà Grant Morrison lui dira quelque chose, et puis du coup sera peut-être intéressé pour découvrir un peu plus l'œuvre de cet auteur-là. Effectivement, c'est important de comprendre en fait, et ça rejoint aussi notre ligne éditoriale, c'est qu'on a conscience qu'en France, historiquement, et au niveau de la popularité aussi des personnages, les super-héros ont vraiment pris le pas sur notre perception un petit peu des comics. C'est en France, principalement, pour nous, comics est vraiment synonyme de super-héros. Par contre, notre travail, c'est justement avec cette reconnaissance du super-héros, c'est pouvoir amener un public à découvrir tous les autres genres un petit peu des super-héros. C'est notamment le but de l'un de nos labels. On travaille sur DC Comics et Vertigo qui est ce label, on va dire, adulte de DC, qui est tout sauf du super-héros. Et on a également développé un autre label qui s'appelle Urban Indies pour tout le comics qu'on appelle indépendant aux États-Unis, c'est-à-dire le comics qui n'est pas publié soit par DC, soit par Marvel, qui sont les deux principaux éditeurs aux USA.
Et on a du coup ce label qui s'appelle Urban Indies et qui accueille toutes les séries, entre autres de Image Comics, de Dark Horse, de Omnipress, tous ces éditeurs indépendants et qui proposent du coup une variété en fait dans leur approche de titres qui est loin souvent des, bah, de ce qu'on connaît en fait. On est très très loin des codes du super-héros et on va pouvoir aborder des thèmes aussi variés que la fantasy, que l'horreur, que la science-fiction, que l'anticipation, que le roman graphique dans ce qu'il a de plus intime. On a vraiment pour nous pour but de montrer avec ce label-là que le comics est vraiment pour le coup un genre pluriel et surtout ne pas s'arrêter simplement au super-héros. Ce serait tellement dommage en fait, de rater l'occasion de comprendre que le comics, comme le manga, comme le franco-belge, possède autant de genres en fait que ces genres, enfin que ces types de bande dessinée. On avait au sein d'Urban Comics, au sein de la rédaction d'Urban Comics, on avait vraiment cette envie de faire de créer en fait un objet qui soit une passerelle pour un public franco-belge qui est la majorité des lecteurs sur le marché français et pour cause. Et c'est de les amener progressivement à venir un petit peu essayer le comics. Et pour ça, pour nous, l'objet est très très important et c'est la raison pour laquelle on a entre autres choisi le cartonné. Pour nous, c'était aussi un message envoyé à ces lecteurs en disant voilà, on est là pour durer, on est là comme nos formats en fait, on va s'inscrire et on va s'intégrer dans vos bibliothèques, on va peut-être non pas prendre le pas sur le reste, mais en tout cas voilà, on veut s'intégrer dans ce paysage culturel de la BD franco-belge et ça passe vraiment par le format. Quand le livre est sur le bâtiment rangé en fait, sur les dos, on est cette petite marque distinctive à la fois qui est propre à chaque livre d'Urban, c'est une petite tour en fait stylisée qui est au bas de chaque dos de couverture. C'est vraiment ce qui nous sert à être différencié, repéré, mais on ne vient pas non plus perturber on va dire une bibliothèque, parce qu'il y a aussi une volonté de s'intégrer esthétiquement en fait, dans le paysage. Voilà, on essaye vraiment à chaque fois d'avoir ce souci un petit peu, on aime à penser que c'est élégant. C'est quelque chose qu'on a dû travailler auprès de DC Comics qui se demandaient mais pourquoi vous ne reprenez pas nos couvertures en fait. En fait, on doit l'adapter aussi au goût, enfin, en tout cas de ce qu'on estime être celui du public français. Ça va être déjà en le rencontrant. C'est important de savoir avec qui on va, à qui on va confier, pas notre bébé, hein, mais en tout cas tous ces titres qu'on a sélectionnés. Et en fait, c'est aussi par affinité. Donc parfois, les traducteurs viennent vers nous quand on commence à se connaître en disant voilà, j'ai vu telle ou telle série et voilà, c'est un auteur que je suis en VO, enfin du moins en anglais en fait. On sent nous déjà qu'il y a un intérêt, qu'il y a une capacité en fait pour le traducteur à s'investir un peu au-delà de la simple traduction, parfois un peu mécanique qu'on peut avoir sur certains titres, ça arrive, mais on sent qu'il y a vraiment du coup une appropriation vraiment du sujet par le traducteur. Donc pour nous c'est aussi une garantie de qualité, c'est qu'on se dit ah oui, donc là ce travail-là sera déjà fait, parce qu'on parle de traduction, mais aussi, donc ça c'est on va dire traduire un mot anglais-français, mais il y a également l'adaptation, c'est-à-dire que la traduction quand elle coule pas de source, il y a plein d'expressions idiomatiques en anglais qu'on ne peut pas traduire mot à mot, ça serait dramatique. Ça arrive parfois, mais on veille au grain, parce que voilà, parfois sur la durée, en fait, quand un traducteur passe beaucoup de temps, au bout d'un moment, il y a certaines expressions qui lui filent entre les doigts, mais c'est le rôle de l'éditeur un petit peu de rattraper tout ça au vol. Mais il y a vraiment, quand je reviens sur l'adaptation, c'est de pouvoir, là pour le coup, plus faire parler le style et la personnalité du traducteur. Et puis parfois il y a des vrais casse-têtes hein, sur des expressions, des tournures, des références qui sont parfois un petit peu obscures. Donc là, pour le coup, c'est un vrai travail de collaboration, sachant qu'il faut à un moment que le livre sorte et que il y ait un final cut, en fait, qu'il y ait une décision de prise, et cette décision est toujours en fait prise par l'éditeur. À un moment, on arrête les discussions et il faut prendre un choix, et devant l'impératif de temps, on est obligé du coup de couper court. Donc voilà, on est vraiment du coup dans ce partage et de connaissances et de culture du comics, de la culture aussi américaine et de la culture générale en particulier. Et puis également, c'est cette affinité, en fait, cette voix qu'un traducteur peut apporter.